applaudissements en signe de soutien, l'étreinte du soulagement pour la mère et le frère de Lola, le visage de la petite fille dessiné sur leurs vêtements, le verdict vient tout juste de tomber. Merci à la justice, on est content de la réponse qu'on a eue. Même si ça ne nous ramènera pas à Malola, on croyait en la justice et on l'a eu, on l'a eu. Merci pour le soutien de tous. La meurtrière de Lola vient d'être condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine maximale jamais prononcée contre une femme, pour condamner à de véritables supplices totalement déshumanisés, dont le président de la Cour. Vaincrait, violer, torturer et tuer Lola Davet, 12 ans, le 14 octobre 2022, après l'avoir contrainte à la suivre dans l'appartement qu'elle occupait à Paris. Le corps de l'adolescente avait été retrouvé mutilé dans une malle dans la cour de l'immeuble. À l'annonce de la peine, l'accusée reste impassible comme souvent au procès. En une semaine, elle n'a livré aucune explication claire. Aujourd'hui, vendredi 20. Les derniers mots ont été pour la famille de Lola. Selon les médecins, aucun trouble possessif ou psychiatrique n'a altéré son discernement au moment des faits. Les avocats ne sont pas surpris par la condamnation. La décision de la cour d'assises aujourd'hui est une décision de justice. Nous devons l'accepter sans nous en remettre uniquement au droit de contestation et d'appel qui est autorisé par le code de procédure pénale à notre cliente. 10 jours pour faire appel de sa condamnation. Jacqueline Jacob était le corbeau suspecté d'avoir menacé de mort les parents du petit Grégory. À 81 ans, le grand-tante de l'enfant est aujourd'hui mise en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Elle conteste, comme elle l'a fait en 2017, toute responsabilité et a contesté point par point les charges qui lui sont reprochées. Ce sont des nouvelles expertises graphologiques parties sur des lettres anonymes à partir de techniques récentes, notamment la stylométrie, qui ont permis de désigner Jacqueline Jacob comme l'auteur présumé du courrier de revendication du meurtre. J'espère que tu mourras de chagrin, de chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Les enregistrements de la voix du corbeau précisément conservés par la justice vont à nouveau être analysés comme celui où la voix de Jacqueline Jacob a été formellement reconnue par son beau-frère en 2020. Une nouvelle étape judiciaire qui va permettre de relancer l'enquête. L'affaire débute le 16 octobre 1984 lorsque le corps de Grégory Villemin, 4 ans, est repêché dans la Bologne. Les traces ADN sur les vêtements et sur les cordelettes qui nouaient ses pieds et ses mains seront à nouveau analysées. Cette mise en examen est une aventure importante. Finalement, c'est pourquoi? Oui, parce que ça démontre que la justice n'abandonne pas. Et deux, parce que non seulement elle n'abandonne pas, mais elle montre qu'elle se donne tous les moyens pour continuer. Entre chaos judiciaire et secret de famille, depuis 41 ans, l'affaire Grégory reste un mystère et le meurtre d'un enfant impuni. 5 jours après le cambriolage rocambolesque du Louvre, l'enquête progresse. Sur la fenêtre et les vitrines forcées, la police scientifique relève d'éventuels indices laissés par les voleurs, notamment des empreintes digitales ou des postillons. Plus de 150 prélèvements ADN sont en cours d'analyse. Des traces sont aussi étudiées sur les objets abandonnés par les voleurs dans leur fuite. Une disqueuse, un casque de moto, un gilet jaune, un gant, un jerrycan d'essence, mais aussi la couronne de l'impératrice Eugénie et le camion monte-charge. Depuis lundi, la police recueille également les témoignages des gardiens du Louvre. Par téléphone, Frédéric, agent d'intervention au musée depuis 2008, raconte. Dimanche, avec ses collègues, il met en fuite les voleurs. Je cours très vite, le plus vite que je peux. Je suis arrivé pile au moment où ils étaient en fuite sur les quais. Il y avait une très forte odeur d'essence. J'ai percé les réservoirs du véhicule dont ils comptaient mettre le feu. C'est notre activité qui a permis non seulement de conserver les preuves,
c'est d'éviter un incendie gravissime juste à côté du budget. Présente dans la galerie d'Apollon au moment du cambriolage, l'une des témoins décrit des hommes déterminés. On a immédiatement compris que c'était vraiment du braquage de professionnels. Et c'est en s'approchant, en fait, qu'on a vu d'abord un individu casqué. Quand on a compris que c'était violent, il hurlait « Dégagez tous !» Une centaine d'enquêteurs est toujours mobilisés sur cette affaire. Les bijoux du Louvre auraient été passés par Anvers, la capitale du diamant. Le quartier des diamantaires se reconnaît au balai des valises. Plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année, seulement 3 rues ultra sécurisées, aucune devanture. Dans ses bureaux, Chomsky estime que ce vol est destiné à un collectionneur, car la vente en pièces détachées d'un seul bijou lui ferait perdre 80% de sa valeur. Le démanteler, le casser, le fondre, pour moi, c'est impossible, ça n'a pas de sens. C'est comme démanteler une vieille Jaguar. Les pièces séparées, c'est rien. Ensemble-là, c'est vraiment pour en collectionner, c'est unique. Et ces diamantaires pourraient reconnaître au premier coup d'œil un diamant issu du Louvre. Ça, c'est un exemple d'une ancienne taille. Ça, c'est comme le bijou du Louvre. C'était fait avec des mains et des automatisés. Pas automatisés. Et un bijou du Louvre arrive ici, on dénonce directement à la police. Pourtant, quelques rues plus loin, le quartier des bijoutiers n'a rien à voir avec les diamantaires. C'est ici que les voleurs du Louvre pourraient couler leurs marchandises, même à prix cassé. Certains de ces commerces ont très mauvaise réputation et ils pourraient être tentés de prendre le risque d'accepter ces bijoux et de les revendre au marché noir. Et c'est justement ce qui s'est passé pour les bijoux volés à la star Kim Kardashian en 2016. Les braqueurs ont été retrouvés à Anvers, valeur du butin, 9 millions d'euros probablement fondus, retaillés et revendus. Et dans le circuit officiel, impossible de modifier un diamant sans que son origine soit certifiée. On peut aller en prison, les règles de conformité sont faites pour protéger le monde du diamant de la mafia. Les diamantaires d'Anvers jurent que les bijoux du Louvre ne peuvent atterrir entre leurs mains à moins qu'ils aient été revendus à la découpe à vil prix. Cette journée en pleine mer, jamais l'équipage ne l'oubliera tant l'émotion a été forte. Dernier avec des orques, à Diane de Paris, ses 3 filles et sa compagne se retrouvent encerclées. Ils sont à 70 km de la côte portugaise au large de Peniche. La petite fille vient tout juste de commencer son voyage quand l'aventure vire au cauchemar. 18h50, un premier choc dans le safran se fait ressentir la partie immergée du gouvernail. Puis un deuxième et un troisième. Le calvaire va durer 45 minutes. Les cétacés finissent par percer la coque du bateau qui prend l'eau. Il faut agir vite. On est prêt à se mettre dans le radeau, précise le père Sureuse. La fusée de détresse est tirée. Les secours sont joints par téléphone. Le père de famille qui a filmé la scène raconte cette épreuve le soir. On est dans le radeau de survie. On est donc tous les 5. On s'est fait attaquer par des orques. A duré une bonne demi-heure. Ils se sont vraiment acharnés sur le bateau qui va sombrer ici. Nous, on attend les secours. L'attente dure près de 3 heures. Un bateau de pêche vient d'abord à la rescousse, puis un hélicoptère militaire pour évacuer les naufragés. Un sauvetage spectaculaire. C'est un soulagement énorme, on est sauvé, mon équipage, mes filles, c'est mon premier bateau. On l'a choisi ensemble avec mes filles, elles l'adoraient, on l'adorait. Le reste du matériel, quoi. Soulagée, hors de danger, la famille peut enfin souffler et même esquisser un sourire. Ces dernières années, ce type d'incident s'est multiplié pour les orques sans prendre au navire restant en jeu, selon les scientifiques.